L'affaire El Paso, l'histoire secrète d'un méga-projet gazier qui aurait pu sauver l'Algérie au début des années 90, El Paso est le nom d'une compagnie pétrolière américaine. Méconnue des Algériens, cette compagnie avait pourtant passé un contrat méga important avec l'Algérie au début des années 70. Un contrat qui aurait pu permettre à ce pays de se retrouver dans une situation financière très confortable au début des années 90, juste au moment du début des violences de la décennie noire. Mais ce contrat n'aboutira jamais, et le projet a été tué dans l'œuf par des vautours qui ont privilégié leurs intérêts mafieux et personnels au détriment de tout un pays. Nous sommes en 1969. L'Algérie cherchait à tout prix à recouvrer sa souveraineté énergétique en exploitant intelligemment ses hydrocarbures. Et pour ce faire, il était vital de trouver une solution pour construire un ensemble pétrochimique important, de taille internationale, dont la production serait destinée principalement à l'exportation. Mais l'Algérie, fraîchement indépendante, ne pouvait mener à elle seule un projet aussi ambitieux. Il fallait donc des partenaires d'envergure qui miseraient sur un jeune État dépourvu encore d'un outil de production performant. La tâche n'était guère facile, et c'est peu de le dire. Une firme américaine ose le pari, El Paso Natural Gas. Elle manifeste son intérêt et propose un contrat pour la livraison de 10 milliards de mètres cubes par an de gaz algérien sur une période de 25 ans. Les négociations entamées furent très rudes. Belaïd Abdesselam, l'un des hauts cadres de l'État, qui avait travaillé sur ce dossier stratégique, était revenu longuement dans son livre sur ce chapitre très secret de l'histoire économique. Grâce à ce contrat, qui a été avalisé par l'administration américaine en mars 1973, l'Algérie a pu enfin pénétrer le marché de l'énergie aux États-Unis, comme le relève Hossein Malti dans son livre Histoire secrète du pétrole algérien. En 1986, le choc que l'Algérie aurait pu éviter. Sid Ahmed Ghozali, ministre de l'Énergie et des Industries pétrochimiques sous l'ère boumédienne, avait lui aussi bien expliqué les immenses enjeux de ce méga-contrat. La transaction avec El Paso portait sur la vente de 10 milliards de mètres cubes par an. Ce fut une première en matière de transactions transatlantiques de GNL à grande échelle. Ces deux accords ont été déterminants dans le déblocage de les relations avec tous les autres clients européens. Ils ont ouvert, sur les 7 années qui allaient suivre, la voie à la conclusion avec les États-Unis, l'Espagne, des clients français, italiens, austro-allemands et nordiques, belges, hollandais, suédois, d'une somme de contrats fermes totalisant 56 milliards de mètres cubes par an et de contrats optionnels pour 8 milliards de mètres cubes par an, relate-t-il dans un entretien au Soir d'Algérie, paru le 10 mars 2008. Le contrat avec El Paso aurait permis à l'Algérie de vendre son gaz, qui n'était pas indexé sur le prix du pétrole, à un prix fixe pendant 25 ans. Mais ce projet était trop beau pour être vrai. Dès la mort de Boumedienne, les déserteurs tardifs de l'armée française, les fameux DAF, et à leur tête Larbi Belcaïr, l'architecte de ce qui allait devenir plus tard l'Algérie, une dictature des généraux, montent au créneau pour saboter le contrat El Paso. En mars 1979, Chadli qui a succédé à Boumedienne Limoges, Sid Ahmed Ghozali. Comme un certain Shakib Khelil durant les années 2000, Ghozali avait été traité de traître qui voulait dilapider les richesses de l'Algérie au profit des Américains. Les lobbies des DAF écrasent tout sur leur passage. Chadli est manipulé. Et la France, qui avait violemment réagi lors de la signature du contrat avec El Paso, qu'elle considérait comme une menace pour ses intérêts en Algérie, soutenait le lobbying des DAF et de leur chef de file, Larbi Belcaïr. Un lobbying qui avait abouti à l'annulation du contrat en 1980, une véritable catastrophe, un désastre que le pays allait payer très cher, car si l'Algérie avait maintenu ce contrat, elle se serait mise à l'abri des terribles conséquences du choc pétrolier de 1986, où le prix du baril avait dégringolé à 10 dollars. Et comme le gaz était indexé sur le pétrole, l'Algérie avait perdu sur tous les tableaux. Les conséquences du choc de 1986, nous les connaissons tous. Une paupérisation générale qui allait enclencher octobre 1988, un processus politique saboté en 1992 et une décennie de guerre civile parmi les plus violentes du XXe siècle. Toute cette tragédie aurait pu être évitée. Oui, évitée car si l'Algérie n'avait pas rompu son contrat avec El Paso en 1980, elle aurait engrangé d'importants revenus en 1986, en plein choc pétrolier.
les prix fixes assignés par la compagnie américaine n'auraient pas été influencés ou modifiés par la crise. Si le contrat en question n'avait pas été suspendu en 1980, l'Algérie se serait retrouvée au début des années 90 avec au moins 23 milliards de dollars dans ses caisses. Ce chiffre a été confirmé et établi par l'ancien ministre des Finances, Abdelatif Benachenou. Avec un tel matelas financier, l'Algérie n'aurait pas été étouffée économiquement. Elle n'aurait pas été obligée de s'endetter auprès du FMI. Elle aurait pu gérer beaucoup plus aisément la montée de l'islamisme radical qui prospérait sur le terreau de la misère sociale. Nouvelle charge des lobbies. Malheureusement, les intentions malsaines des lobbies des déserteurs tarifs de l'armée française, les généraux des années 90, ont triomphé de la bonne volonté des acteurs du projet El Paso, un projet saboté par une mafia qui ne voulait pas d'une Algérie industrialisée et stable. Cette même mafia allait faire son beurre dans le secteur de l'import-import jusqu'à faire de l'Algérie la poubelle de tous les containers de la planète. Durant les années 2000, le syndrome El Paso a de nouveau frappé. Un certain Shakib Khelil a préparé une loi sur les hydrocarbures sur mesure pour faire de Sonatrach un acteur international stratégique vendant son gaz sur les marchés européens. Un mémo de l'ambassade des États-Unis à Alger, datant du 1er août 2007 et révélé par Wikileaks, révèle les dessous de cette stratégie qui avait épaté les Américains. Le câble s'intitulait par ailleurs Sonatrach Goes Global, Sonatrach devient mondial. Mais là encore, les décideurs français qui ne voyant pas d'un bon œil le développement de Sonatrach à l'étranger ont tissé des alliances avec les lobbies de la mafia militaro-politique. Le scandale Sonatrach éclata alors. Corruption, malversation, tout a été saboté. Shakib Khelil a quitté ses fonctions et a pris la poudre d'escampette. L'Algérie a dû revoir ses ambitions à la baisse et se retrouva toujours dépendante de son modèle rentier. En 2014, comme en 1986, un autre choc pétrolier s'est produit. Nos réserves de change diminuent dangereusement. Tous les économistes tirent la sonnette d'alarme, les politiques aussi. Mais au pays de la mafia, qui peut sauver les meubles lorsque la maison prend feu de partout? 2019, l'année de tous les espoirs qui va vite tomber à l'eau, on a un nouveau président, mais un système encore plus agressif et schizophrène. Les promesses de contrats avec nos partenaires historiques tombent tous à l'eau, ce qui va évidemment forcer l'Algérie à montrer son vrai visage avec les contrats israélo-américains pour limiter la casse. Le comble est que si nous avions conclu un marché au temps de Boumedienne et Hassan II, l'Afrique du Nord sera puissante et en avance sur son temps, malheureusement le schéma se répète, trop occupé à ralentir le voisin marocain, l'Algérie a raté une nouvelle fois le ruche économique et diplomatique, à vouloir entretenir une chimère créée par Boumedienne, le sable s'enfonce sous vos pieds. D'ailleurs, au début, selon Kadhafi, la création d'un État dans un État ne devait être que temporaire, qui a coûté plus de 500 milliards de dollars à l'Algérie, de quoi dégoûter la jeunesse qui forcément partent en Europe ou ailleurs, avec tous les risques inimaginables. On peut même se demander qui dirige l'Algérie. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, a tendu la main plusieurs fois. On sent que pour 2025, ce sera la dernière. On se retrouve avec un Maroc qui a pris de l'avance sur l'Afrique, qui gagne ses batailles diplomatiques et qui a une stratégie gagnant-gagnant. Pendant que l'Algérie se fâche avec tous les continents, il serait peut-être temps de laisser le communisme de côté et d'avancer surtout qu'au vote du Conseil de sécurité concernant le Polisario, l'Algérie eut une défaite historique. Elle n'a même pas protesté en votant contre, lâchée par ses partenaires habituels, qui ne sont pas dupes comment demander la même solution que le Maroc propose depuis les années 80. Ce qui freinait bien sûr, c'est le refus du recensement depuis 2005 demandé. Pourtant par l'ONU, on ne sait toujours pas combien de nationalités, ni le réel nombre de personnes. La diplomatie exige de la transparence. L'Algérie n'est plus crédible. Diplomatiquement, la fille gâtée de l'Afrique n'arrive pas toujours à se positionner sur l'échiquier mondial. À mon sens, ce pays devrait passer à autre chose, laisser le populisme de côté, la propagande de la guerre froide et surtout industrialiser son pays. Mais lorsqu'on stoppe la majorité de ses importations, on se demande quel est l'objectif de ce pays. Si ce n'est l'automutilation, le Maroc lui offre une porte de sortie, c'est le moment ou jamais. C'était Serpico, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Prenez soin de vous.